Docteur d'État S. Lettres en sciences du langage, enseignant, chercheur, directeur du Festival international de la route des reines et des rois de Côte d'Ivoire. Le professeur Amoy Urbain nous reçoit chez lui aujourd'hui à Tiasalé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Bonjour, le directeur du festival. Comment est né le Festival international de la route des reines et des rois de Côte d'Ivoire? Je voudrais d'entrée de jeu féliciter votre équipe et saluer l'initiative de pouvoir aller vers les personnes les plus reculées possibles, dans les zones les plus reculées, pour les mettre sur la toile, car en fait, le système de communication aujourd'hui prend en compte cette dimension qui nous paraît fort importante. L'objet de l'entretien que nous avons, c'est le Festival international de la route des reines et des rois. Nous sommes en 2003, quand la guerre fait rage en Côte d'Ivoire. Mais auparavant, nous savons que l'Afrique a été frappée par une pléthore de coups d'État. Coups d'État ici, coups d'État là. Ensuite, les partis uniques se sont imposés. Et puis, la destruction de la chefferie s'est imposée dans certains pays systématiquement. Or, la grande question est de savoir si l'on peut aller en un endroit donné sans savoir d'où l'on vient. Fort de cette problématique, mon équipe et moi nous sommes interrogés sur l'idée qu'il nous fallait faire un voyage au cœur de nous-mêmes, au cœur de l'Afrique, pour aller vers des propositions de reconstruction du monde tout entier. Ainsi est né ce que j'ai appelé le Festival international de la route des reines et des rois, qui, à sa 10e édition, devient Festival mondial de la route des reines et des rois. Regardons bien festival. Il s'agit bien d'une dimension festive à un moment où le pays avait perdu toutes sortes de joies. On riait peu, on se suspectait tous, c'était la suspicion généralisée et il fallait créer un peu de joie dans le cœur des uns et des autres. Nous avons choisi Tiasalé, qui est une ville de symbiose parfaite, où il y a une forte présence de la communauté CEDEAO. Et donc nous avons lancé l'idée qu'il fallait s'amuser, mais que faire amuser, déclencher le processus de sourire et de rire en l'autre ne suffisait pas, il fallait enrichir cela d'un moment de réflexion. Et c'est la dimension colloque du festival, qui a réuni à la fois les universitaires, les chefs traditionnels, les élus, des parlementaires, des préfets, pour que nous puissions nous interroger sur ce que nous avions à offrir à l'Afrique. La dimension festive a donc fait suite, ou du moins la dimension festive fait suite à la dimension réflexion qui fait suite à une marche. Et vous comprenez pourquoi nous avons utilisé le mot route. La route ici peut se comprendre et doit se comprendre à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est une route, c'est-à-dire une marche physique qui nous permet d'aller à la rencontre des rois et chefs traditionnels, où qu'ils soient, dans leur village, dans leur région et un peu partout. Le deuxième niveau de compréhension, c'est la route philosophique, c'est-à-dire toute démarche intellectuelle visant à aller à la découverte des valeurs et des richesses du continent. Attention, je dis bien des valeurs et non des pratiques, car en fait, ce qui est valeur, c'est ce qui peut permettre d'avancer. Le troisième niveau de compréhension, c'est la dimension spirituelle. Vous verrez dans mes travaux que la question des prêtresses traditionnelles, des prêtres et prêtresses traditionnelles, de la forêt sacrée, du bois sacré, du masque, que ces dimensions sont importantes car en fait, ce sont les 3 combinés qui font la puissance d'une chefferie, d'une autorité traditionnelle. La route des reines et des rois, c'est vrai qu'il y a très peu de reines dans notre espace, il y a même très peu de rois, parce que tout simplement, toutes les zones de notre pays et de l'Afrique ne se résument pas en termes de rois. En certains endroits, ce sont des chefs de canton, en d'autres, ce sont des chefs de tribus, en d'autres encore, les chefs de terre ont une place prépondérante, mais nous avons pris l'appellation reine et roi pour symboliser, parce que quand on dit tu es roi, c'est la référence de la gouvernance.
Donc c'est en cela que nous avons roi et reine, et non par rapport à une vision restrictive, réduite ou réductrice. Il s'agit donc d'un profil que nous mettons en route. Donc telle est la compréhension que l'on doit avoir du Festival international de la route des reines et des rois. Alors pourquoi ce festival et pourquoi cette période? Je l'ai déjà dit, période extrêmement trouble, période de haute suspicion, période d'incompréhension accélérée, période de préparation à la guerre, à la violence, et il fallait créer un peu de joie en prenant appui sur nos valeurs spirituelles. Mais en cela, j'ai estimé que l'universitaire devrait prendre en charge et en compte une telle question parce que là où est l'université, donc là où est la science, est la connaissance, et là où est la connaissance est également le respect de la vérité scientifique. Respect de la vérité scientifique, et pourtant, d'aucuns penseraient que le festival est créé dans le but de célébrer des chefs traditionnels en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique de l'Ouest en quête de pouvoir 50 ans, plus de 50 ans même après les indépendances. Qu'en dites-vous? Naturellement, la science fait apparaître au cœur de la chefferie tout ce qui est scientifique et que le scientifique général ne perçoit pas. Car en fait, être docteur d'une chose ne peut pas vouloir signifier être docteur de toutes les choses. Ici, la dimension de l'homme, du spécialiste des sciences du langage, qui prend en compte l'aspect didactique et l'aspect psychanalytique, donc la psychanalyse comportementale, la psychanalyse textuelle, toutes ces dimensions vont préluder à une meilleure prise en charge et à une meilleure prise en compte des travaux que j'effectue. Autrement dit, je pense que les rois et les chefs auraient continué de poser leurs actions de règne sans qu'il y ait eu un travail scientifique qui accompagne. Je ne vais pas faire de l'autocélébration, mais je ne pense pas que ça ait pu attirer à un très haut niveau l'attention des gouvernants. Adossé à la science, notre objet c'était de faire en sorte qu'on découvre la substantifique moelle de cette puissance de gouvernance, de façon à célébrer les bons chefs, les bons rois. Donc vous verrez que les thèmes que nous avons développés, il y a une toile de fond, royauté, chefferie traditionnelle et nouvelle gouvernance, et à chaque édition, il y a un sous-thème qui est un prélude à l'élaboration d'une encyclopédie sur les royaumes et civilisations d'Afrique. Avec la mondialisation aujourd'hui, pensez-vous, puisque vous parlez de la puissance de gouvernance, qu'il faille faire un festival pour pouvoir trouver la moelle, comme vous le dites, pour ces chefs qui, quelque part, il faut le reconnaître aussi, ne sont pas trop écoutés de nos gouvernants en Afrique? Ils sont écoutés de nuit. Les grands et bons gouvernants consultent les coutumes et les valeurs, les us et coutumes, dans la case, c'est-à-dire à huis clos. Vous allez voir que lorsque les conflits éclatent en Afrique, la première unité de mesure de gouvernance, c'est le chef de village. Que quoi que l'on soit, quel que soit son niveau intellectuel, quand on arrive dans une région et qu'on veut réaliser un projet économique, la première clé, c'est le chef traditionnel qui fait appel au chef de terre, qui à son tour fait appel au chef des différents clans ou des différentes familles, en prélude même à la cession d'un lopin de terre. Donc, ils sont très écoutés, mais l'administration coloniale a banalisé ces chefs en détournant les détournants de leur trajectoire. Ceux qui n'étaient pas acquis à la cause de l'administration coloniale ont été défaits. Je veux dire, ils ont été remplacés par d'autres qui n'avaient pas forcément la puissance originelle de la gouvernance locale. Naturellement, aujourd'hui, en restituant la vérité à la vérité, nous amorçons une autre ère. L'ère où le continent africain, imaginez, écoutez, qu'on soit au Zimbabwe, guerre, en Afrique du Sud, guerre, au Tchad, guerre, en République centrafricaine, guerre, en Côte d'Ivoire, guerre, au Burkina, coup d'État en cascade pendant une longue période. Est-ce que les chefs ont été pris en compte dans cette logique-là? Non. C'est parce que nous avons substitué notre mode de gouvernance
notre mode de gouvernance a été supplanté par d'autres modes de gouvernance en oubliant nous-mêmes. Naturellement, on a beau placer les États, les chefs, au sommet, c'est comme s'ils évoluaient dans un univers abstrait sur un concret qui n'était pas adapté, qui n'était pas pris en compte. Du coup, aujourd'hui, vous avez vu, il a failli encore avoir la 3e ou la 4e guerre récemment, quand il y a eu cette grande incompréhension entre les États-Unis et la Russie sur une question, je crois dans... C'est la question de l'Ukraine. Voilà. Et qui est encore aujourd'hui... Non, c'est un peu avant cette question-là, parce que cette question, la solution a été trouvée par l'intermédiaire des ministres des Affaires étrangères. C'est dire que le porte-parole n'est pas le chef. En Afrique, c'est bien indiqué ça. Lorsque un conflit éclate et que les deux chefs de la cité échangent des mots violents et désobligeants, la population récupère et nous sommes dans une logique de guerre. En Afrique, il y a donc dans le système de communication le schéma de métacommunication qui postule que l'émetteur a un émetteur prime. Dans certaines cultures, on dit nanawan. Mais le nanawan, c'est-à-dire le chef a dit, même quand il est assis. L'émetteur prime tamise le discours originel, le renvoie à un récepteur prime, qui lui tamise le discours à son tour pour le renvoyer au récepteur réel. Le récepteur réel peut être individuel, le chef, il peut être collectif, la communauté, il peut même être spirituel, les génies et l'environnement spirituel qui accompagne la gouvernance. Donc, lorsqu'on connaît ce système, on comprendra que vos appareils, que sont la télévision et autres, pour les utiliser, il faut pouvoir choisir la méthode de façon que tout le monde n'ait pas accès à tout moment à toutes sortes de discours par rapport à toutes les populations. Ça, nous l'avons vécu aussi sous l'Ancien Régime. Tout le monde passait à la télévision, tout le monde parlait. On pense même que pour faire un discours sur la place publique, on n'a plus besoin de construire un texte, de le structurer, de tenir compte de la puissance du verbe. Jean-Paul Sartre écrit dans Qu'est-ce que la littérature que le mot poétique est un microcosme, c'est un petit univers. Le mot est une bombe, mais le mot également peut être une bombe d'amour. Donc la manipulation du mot se veut soignée. Dès cet instant-là, comprenez que les travaux de recherche de ce type, même les parentés à plaisanterie, qu'on appelle les parentés, les cousinages à plaisanterie, ou les parentés les alliances interethniques ou les alliances onomastiques, tout cela, même quand on doit les utiliser, tous ces mots, toute cette pratique, on utilise ces pratiques par stratégie, c'est-à-dire par convenance sociale, c'est-à-dire également par élégance. D'où la théorie que j'ai énoncée, que j'ai appelée la théorie de l'élégance langagière.